Alors donc, en ma qualité de représentante de la structure qui accueille cette journée, je tiens d'abord à vous remercier, mais un énorme merci, de votre présence. Alors évidemment, si vous pourriez imaginer que vous devriez être bien plus nombreux, la liste était longue. Mais il y a eu, je ne sais pas si je peux parler de choix, mais en tout cas, du fait de la contrainte du format, l'objectif était de ne pas aller au-delà 12 personnes. Donc, évidemment, un choix a dû s'opérer. Parmi ce choix, on a une pensée pour évidemment ceux qui ne sont plus là. Où là, évidemment, il n'y a pas de choix qui s'opère. Ceux qui ne peuvent plus se déplacer. Et puis ceux qui n'étaient pas disponibles sur cette journée. Voilà, mais donc nous avons bien nos 12 personnes, entre donc, ceux qui ne sont pas encore arrivés, et puis Jean-François qui vient nous rejoindre pour cet après-midi. Je tiens aussi à remercier Stéphanie, qui n'est pas là, mais pour son implication dans cette organisation. Également remercier la complicité de Marlène. Voilà. Alors Marlène qui est là avec ses multiples fonctions. À la fois, elle suit cette série de séminaires, hein, et également, évidemment, en tant que membre du conseil scientifique de l'UPCP, Marlène avait tout à fait sa place, et l'ancienne salariée. Enfin voilà, la liste pourrait être longue également, pour nous avoir aidés dans cette organisation, en tout cas dans ce choix de collecteurs que nous avons fait ensemble. Et puis également aussi, je tiens à présenter les excuses de Sandra, notre collègue documentaliste au CERDO, qui devait être présente, parce qu'évidemment pour Stéphanie et Sandra, c'est très important de pouvoir rencontrer les collecteurs qui ont contribué à cette vaste opération de collectage de l'UPCP Métive, dont tous ceux qui sont autour de cette table notamment, ont confié tout ou partie de leur fonds au CERDO de l'UPCP Métive. Donc un grand merci. Juste pour moi resituer un petit peu le contexte de cette journée, Jean-Jacques et François vous en diront un petit peu plus long sur cette série de séminaires au niveau national, de collecteurs en ethnomusicologie. Cette série qui a été initiée par l'INOC Aquitaine, dont Jean-Jacques Casteret en est le directeur, et puis François Ganot, qui est chercheur au laïc. Est-ce que c'est avec cette casquette que je dois te présenter? Parce que lui aussi en a de nombreux. Et plus proche de nous, il est également membre du conseil scientifique et éditorial de l'UPCP Métive. Donc merci à tous les deux de nous avoir permis d'accueillir cette journée ici aujourd'hui, qui est la deuxième journée de ce séminaire en Nouvelle-Aquitaine, puisque la première journée avait lieu à Bordeaux jeudi dernier. Oui, avant-hier. Voilà. Donc merci beaucoup pour cet accueil, pour cette possibilité d'accueil ici. Et évidemment, remerciement aussi, que j'ai oublié tout à l'heure, à la médiathèque de nous avoir prêté cette salle. Monsieur, dame. Bonjour. N'achetez jamais un GPS Garmin. Si vous me passez petite mail, pause. Je vais le détruire à coups de masse en arrivant chez moi. Je filmerai en vidéo et vous l'enverrez. Il y a longtemps. Donc bienvenue à vous trois. Il y a une place là. Catherine. Catherine, il y a une place ici. Je suis pas radioactif. Merci. Oui, Virginie et Michel, vous mettez là. Ouais, pardon. Voilà. On verra le bois.
J'ai des souvenirs morts roumains de 25 mètres dans mon village, très souvent. Ah oui, dans des GPS. Pardon, quoi qu'ils sont rendus à Dior, donc ils m'engueulent, mais... Carrément dans ton village. Je sais pas. Donc si nous pouvons poursuivre, oui, tu peux fermer la porte. Oui, donc je venais juste au niveau de l'UPCP Métive de faire mes remerciements. Voilà. Donc je ne vais pas recommencer. Donc pour l'UPCP Métive, en tout cas, c'est une volonté de poursuivre ce lien avec vous, les collecteurs, au-delà de cette journée. C'est de poursuivre ce lien à la fois parce qu'il y a une demande autour de nous, de plus jeunes, de faire du collectage des collecteurs. Voilà, parce que voilà, c'est important pour certains jeunes, que ce soit... on a actuellement, par exemple, une stagiaire au CERDO qui aurait souhaité être là aujourd'hui, mais donc elle est en même temps musicienne et elle avait un spectacle aujourd'hui. Mais elle a très envie de travailler justement sur des interviews auprès de vous. Donc voilà, de ce lien de collecteurs à collecter. Les collecteurs avec les documentalistes, que ce soit au niveau de nos centres de ressources, mais aussi auprès des archives, etc. Donc ça fait aussi partie des choses qui sont à envisager. Et puis, c'était une volonté pour cette journée de ma part, en tout cas, mais on n'a pas pu, sur une journée, mettre toutes les thématiques qu'on aurait pu aborder avec vous. C'était de faire le lien entre les collecteurs et les créateurs d'aujourd'hui. Les créateurs d'objets artistiques, et quand je dis objets artistiques, ça peut être aussi bien en termes d'édition qu'en termes de cinéma, qu'en termes de spectacle vivant. Et de faire ces rencontres, c'est vraiment aussi important pour tout le monde. Donc voilà, donc j'espère que nous aurons d'autres rendez-vous ensemble sur ces différentes thématiques que je viens d'évoquer. En conclusion, juste pour ce qui nous concerne au niveau de l'UPCP Métive, il y aurait beaucoup à dire, mais vu qu'on a pris du retard, je ne vais pas mobiliser la parole plus longtemps. Mais c'est pour vous dire qu'en conclusion de la journée, nous vous projetterons 15 minutes d'un document que nous avons réalisé dans le cadre de l'exposition sur le collectage Passe-Passera, l'exposition Passe-Passera, document qui a repris un certain nombre d'archives sur la notion de collectage, justement. Alors il y a à la fois des témoins, des collecteurs. Donc, et avec Stéphanie, on a trouvé que ça résumait assez bien, sans anticiper sur ce qui va se passer cette journée, mais ça résumait assez bien, en tout cas, l'esprit du collectage qui a été le fil conducteur de l'activité de l'UPCP depuis bientôt un demi-siècle. Donc je passe la parole à Jean-Jacques, qui va se présenter. Josette, oui. Donc voilà, Jean-Jacques Casteret, à la fois ethnomusicologue et plutôt spécialiste du chant dans les Pyrénées, et donc directeur de l'INOC Aquitaine, donc l'Institut Occitan-Aquitaine, qui est l'opérateur de la région Nouvelle-Aquitaine maintenant pour l'Occitan, et pour un certain nombre de missions qui recoupent celle de Métive sur la transmission de la mémoire, la sauvegarde des archives sonores et la valorisation des pratiques vivantes. Donc voilà, c'est mon cœur de métier, ma spécialité. Donc c'est un double plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis très heureux de vous rencontrer, puisque je connaissais déjà certains noms, enfin certains d'entre vous au moins par leur nom. Donc pour cette journée qui est, comme l'a dit Josette, qui est consacrée au mouvement de collecte des musiques et danses traditionnelles en France, mais tout particulièrement aux collecteurs eux-mêmes, c'est-à-dire à vous.
Et une journée qui s'inscrit en fait dans un cycle, dans le cadre d'un séminaire annuel que porte l'Institut Occitan, qui est Ethnopole, et donc ce séminaire qui s'organise en fait en partenariat avec la Direction Générale des Patrimoines du ministère de la Culture. Donc, en général, il se fait à notre siège à Pau, donc en Béarn, mais au vu de la thématique de l'année, il s'est fait tout naturellement itinérant, puisque nous étions à Villeurbanne au mois de novembre, nous étions à Bordeaux avant-hier, aujourd'hui à Niort, à Carcassonne au mois d'octobre, et on a encore 2 journées à Calais pour arriver à avoir un paysage assez représentatif du mouvement de collecte en France. Donc merci tout particulièrement à Josette et à l'UPCP pour leur accueil chaleureux, puisque voilà, en plus dans une période qui est pour vous, comme pour nous d'ailleurs, assez chargée. Merci à Stéphanie qui a été voilà, qui a pris le relais sur un certain nombre de choses de l'organisation. Voilà, ça a été tout à fait précieux évidemment pour nous. En fait, par la création de ce séminaire, le ministère de la Culture en fait, souhaite soutenir et valoriser à la fois la recherche sur les musiques et danses traditionnelles en France. Donc le séminaire a été créé il y a juste 2 ans, en fait, c'est sa deuxième édition. Et a souhaité aussi permettre la rencontre, on a souhaité ensemble, l'INOC et le ministère, permettre la rencontre à la fois des chercheurs, des praticiens, des enseignants, voilà, donc, et aujourd'hui donc des collecteurs. Et c'est quelque chose qui commence de prendre, puisqu'on voilà, on a vu tout l'intérêt, tu le disais, tout l'intérêt à Bordeaux l'autre jour là, de quelques jeunes musiciens ou grands étudiants qui se sont presque automobilisés pour venir, alors que le séminaire était quand même relativement à huis clos, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir cette nouvelle génération qui se sent investie d'un devoir qui est parprenante de cette articulation et de cette transmission. Je trouvais ça plutôt agréable. Voilà. Et dans ce travail donc, qui est aussi scientifique, cette année, donc, nous, pour travailler sur la collecte et les collecteurs, je me suis rapproché donc, du laïc et de François Gannot, qui a très volontiers accepté de participer à cette aventure. Donc nous avons un partenariat scientifique, donc merci évidemment à François, et puis à Marlène qui a suivi l'aventure depuis le début, et donc même si aujourd'hui elle arrive sur ces terres, donc Marlène avec sa casquette au moins pour moi d'université de Poitiers, et donc qui a très gentiment accepté d'assurer la modération de nos échanges aujourd'hui. Donc merci dans tous les cas infiniment à vous tous et toutes qui vous êtes donc aujourd'hui mobilisés pour apporter vos témoignages. Alors pourquoi cette sollicitation de notre part? Ce que l'on cherche, c'est à mieux connaître l'histoire et les ressorts de ce vaste mouvement de collecte sonore qui débute au moins dans les années 60 et qui émerge ici et là, et qui sans doute sûrement même constitue un mouvement global, et même si chacun voit ça depuis son pays, son territoire. Donc on cherche à en saisir les différentes facettes, à voir les dynamiques individuelles et collectives de ce mouvement, et autant les approches philosophiques que méthodologiques. Voilà. Même si aujourd'hui, voilà, on recherche surtout un témoignage simple, je dirais même à la bonne franquette, de vos parcours à la fois individuels et collectifs. Tout ça aussi, bien sûr, en premier lieu pour des raisons scientifiques, mais au-delà, ces préoccupations nous permettront de mieux comprendre et de mieux cerner les fonds d'archives sonores qui se sont constitués peu à peu, et dont la reconstitution de l'histoire n'est loin de là réalisée. Voilà, mais sur ce point-là, François pourra nous en dire un peu plus. Voilà, et sachez aussi que
ce travail pour nous est un premier jalon dans un cheminement, puisqu'on espère aller vers un colloque sur la thématique, autant scientifique qu'avec une dimension aussi plus politique publique. Et également inscrire ce premier travail dans un travail de plus longue main dont François aussi va vous dire quelques mots. Donc merci encore pour votre présence et je passe tout de suite la parole à François. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci aussi à Josette, merci à vous tous. Hein, c'est un petit peu une litanie d'action de grâce, mais en l'occurrence c'est bien justifié et ça vient vraiment du cœur. Bon, vous avez l'un et l'autre dit déjà énormément de choses et comme on n'est pas vraiment en avance, c'est un peu la loi du genre là aussi, je vais essayer d'être bref. Josette avait l'air de se demander de combien de casse-tête il fallait qu'elle me coiffe. Donc je lui ai suggéré de s'en tenir à la principale qui est celle du chercheur, à laquelle je rajouterai un ruban qui est celui de l'ancien archiviste que j'ai été longtemps. Et c'est très probablement ce passé d'archiviste qui fait que j'ai appréhendé cette démarche et que je la crois justifiée. Alors certains d'entre vous me connaissent un peu maintenant puisque je sillonne la région depuis un lustre, d'autres pas du tout, donc c'est pour ceux qui me voient et m'entendent pour la première fois que je vais donner quelques éléments. Donc effectivement, je suis historien, un peu matiné d'anthropologie aujourd'hui et je travaille depuis bientôt 4 ans dans un laboratoire qui a été fondé par quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Daniel Fabre, qui est malheureusement décédé brutalement au début de l'année dernière et qui, durant toute sa prodigieuse carrière d'anthropologue, a beaucoup œuvré dans une direction où je me sens moi-même très à l'aise, c'est-à-dire une anthropologie du quotidien, de la création artistique, du patrimoine, où il y a toujours eu chez lui le souci d'embrasser à la fois la démarche scientifiquement la plus rigoureuse, avec une attention pour les pratiques, je dirais, un peu braconnières, un peu en dehors de l'institution, la recherche en quelque sorte sauvage, associative. Et dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui, j'avais pu noter à la fois combien il était conscient, attentif, combien il était intéressé et sincèrement intéressé par le travail qui a pu être fait en région Poitou-Charentes, bien entendu sous l'égide du PCP Métive, et puis des expériences un peu équivalentes qui pouvaient se dérouler dans d'autres régions. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était convaincu que les sachants, les scientifiques ne pouvaient pas prétendre avoir le monopole de la connaissance, encore moins celui du partage de la connaissance, et que la connivence, la complicité, le travail en commun des militants associatifs et des chercheurs pouvait être fécond. Et son parcours l'a prouvé. J'essaie, alors avec des moyens qui sont intellectuellement très en deçà, bien sûr, de m'inscrire dans cette démarche. Donc depuis quelques années, j'ai entrepris un travail à la fois d'histoire et d'anthropologie, à la fois d'enquête documentaire et d'observation participante sur ce que j'appelle, pour faire court, tout en sachant que la formule n'est pas forcément admise par tout le monde, donc ce que j'appelle le mouvement revivaliste, hein, donc ces personnes physiques et morales qui, depuis assez longtemps, mais de façon très visible depuis la fin des années 60, s'occupent de maintenir et autant que possible de développer la pratique et la connaissance des musiques et danses dites traditionnelles du domaine français. Alors, je ne vais pas vous raconter la vie et vous dire en quoi cette démarche s'inscrit dans une cohérence personnelle, mais en tout cas, je dirais que cette enquête m'a vraiment amené à découvrir des réalités que je ne soupçonnais pas du tout, et puis aussi à conforter quelques intuitions de départ. Et parmi ces intuitions, il y avait cette idée que
il y en avait deux. La première, c'est que le collectage a vraiment été quelque chose de structurant dans le mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement trad. Structurant, alors même que ce n'était pas probablement intentionnel. Et donc, quelque part, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, et un peu au départ, parce que on vous refusait l'accès à la connaissance, l'accès à ce qui avait été engrangé. L'autre jour, à Bordeaux, à la fin de la journée de ce premier séminaire, donc Janie a évoqué ces démêlés, ce combat avec le Musée des Arts et Traditions Populaires, cette Bastille verrouillée, que vous n'avez finalement pas vraiment réussi à faire tomber, mais c'est en constatant qu'elle était inexpugnable que vous vous êtes parti sur le terrain afin de retrouver ce à quoi on ne vous donnait pas accès. Et finalement, c'est bien la preuve que parfois le refus, parfois la bêtise peut être créatrice, quoi. Donc vous avez bien réagi. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, mérite d'être mieux connu, mieux documenté. Donc ça, c'était la première intuition que j'avais. Et puis la seconde, c'est au fond ce que vous avez fait, ce que vous avez incarné, ce que vous avez concrétisé en Poitou-Charentes, comme d'autres l'ont fait dans d'autres régions. Ça s'inscrit dans une chaîne, et dans une chaîne qui commence au moins au début du 19e siècle. Alors je ne dis pas ça pour que vous vous sentez un peu plus écrasé par le poids des ans, mais je trouve qu'il y a vraiment une continuité historique, et évidemment moi comme historien, c'est d'abord à ça que je suis sensible, une continuité historique qui commence avec la fondation de l'Académie celtique en 1804, qui se poursuit avec la publication du Barzaz Maïs d'Ersard de la Ville Marquée à la fin des années 1830. Excusez-moi, je vais un peu volontiers du 19e siècle, mais voilà, en l'occurrence donc 1839 si je ne me trompe pas. Et puis bien sûr l'enquête Fortout-Lampert lancée fin 1851 par le ministre de l'Instruction publique, les enquêtes et publications des folkloristes de la Troisième République, avec l'espèce de couronnement théorique que représente l'œuvre de Patrice Coirot. Donc tout ça, et puis les travaux de Millien, les travaux de Félix Arnaudin, enfin bref, on pourrait... c'est une litanie de noms que je vous épargne. Mais enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une force continuité. Il y a aussi Bruno, qui le premier a utilisé les techniques d'enregistrement pour préserver des informations. Bon, voilà. Donc vous arrivez avec tout ça derrière, que vous avez parfois découvert chemin faisant, mais pour moi, il n'y a pas de solution de continuité. Il y a vraiment, et même à la limite, les gens des ATP ont eux aussi, ou plutôt elles aussi, puisque c'était des femmes, un couple de femmes, comme vous le savez sans doute, même si leur méthode, leur procédé, leur relationnel était pathétiquement contre-productif, elles aussi, finalement, s'inscrivaient dans cette filiation. C'est pas le chaînon manquant, c'est le chaînon branlant. Voilà. Puis vous arrivez après et vous déployez avec enthousiasme, avec générosité, avec un souci de la prise en compte de la personne des personnes qui vous livrent ce qu'elles savent. Vous prélevez, mais c'est un prélèvement qui, lui, est pour le coup immédiatement suivi d'une restitution. Et aussi, comme tu le disais, José, d'un souci, d'une liaison avec le geste créateur qui sont essentiels. Donc, tout ça, je le savais un petit peu intuitivement, et puis il m'a semblé qu'il fallait au-delà, qu'il fallait approfondir la connaissance qu'on peut avoir, alors pas tant du collectage que de l'expérience du collecteur, ou des collecteurs et des collectrices. Et c'est comme ça que finalement on s'est retrouvés avec Jean-Jacques, et aussi avec Marlène, sur l'idée qu'il fallait déclencher quelque chose qui permettrait de préserver la mémoire des collecteurs, qui pourrait vous amener les uns et les autres à faire un retour réflexif sur cette expérience qui a certainement été fondatrice, bouleversante, émouvante, et donc au-delà de ce que vous avez ramené, au-delà de ce que vos magnétophones ont pu capter, au-delà de vos carnets de notes, trouver la possibilité de vous conduire
à témoigner et à témoigner ensemble. C'est ça qui nous a amené à concevoir ce séminaire itinérant et qui est bien parti pour durer au moins 3 ans. Donc sur le déroulé, Jean-Jacques vous en a déjà dit un petit peu, donc j'y reviens pas. Simplement peut-être, effectivement, qu'est-ce qui devrait suivre? Il a parlé d'un colloque, hein, c'est tout à fait effectivement ce qu'on aimerait faire peut-être dès l'année prochaine ou au tout début 2019, un petit peu capitaliser tout ce que ces séances dans les régions ou dans les grandes interrégions nous ont permis d'identifier, mais aussi, donc ça c'est le dernier étage de la fusée, ce qu'on voudrait également déclencher, c'est une enquête plus systématique, collective, alors qui porte un nom technique qui va peut-être vous faire frémir, et j'emploie parce qu'il dit quand même bien ce qu'il veut dire, qui serait une enquête prosopographique, c'est-à-dire une enquête de biographie collective qui permettrait un petit peu de dégager le ou les profils des collecteurs de la vague revivaliste, afin qu'on puisse avoir des éléments de comparaison, pas pour le plaisir d'avoir une belle collection de papillons, hein, mais pour l'intérêt de comprendre plutôt quels ont été les différents ressorts de cette démarche de collectage qui, je le répète, est une démarche aujourd'hui biséculaire. Donc qu'est-ce qui rapproche le collecteur revivaliste du notable folkloriste du XIXe siècle? Qu'est-ce qui l'en différencie? Je pense que c'est important qu'on le cerne mieux, et c'est ce que nous espérons parvenir à cerner avec votre concours, si vous le voulez bien sûr, dans le cadre de cette enquête systématique qu'on aimerait pouvoir déclencher à partir de 2019. Alors pourquoi je dis systématique et pourquoi j'y insiste? Parce que c'est effectivement la première phase de ce séminaire interrégional. Là, on n'est pas du tout dans le systématique. On est dans le sélectif, hein, à chaque fois, pour des raisons, je dirais, d'efficacité des échanges. Nous avons choisi la petite jauge, hein, donc entre 12 et 15 personnes, pas plus, afin d'abord de tester l'écho que d'autres démarches peuvent rencontrer, et puis aussi pour être dans un format qui permet des témoignages consistants, nous permettant éventuellement d'ajuster notre propre approche, ce qu'on aurait sans doute moins réussi en faisant d'emblée une grande réunion. Ça aurait pu être tentant de faire un grand rassemblement de collecteurs, hein, au risque peut-être, là pour le coup, d'être franchement dans le registre ancien combattant, et c'est surtout ça qu'on ne voulait pas faire au début. D'où, pendant ces 18 mois du séminaire, ces réunions en format relativement modeste, mais je dois dire que Villeurbanne en novembre et Bordeaux avant-hier nous ont vraiment donné l'impression que ça fonctionnait bien. Donc on n'a aucune inquiétude, ça va sûrement fonctionner ici aussi. Je prends la relève, je sens les yeux de François qui se posent sur moi. Que rajouter à tout ce qui vient d'être dit? Je ne sais trop, si ce n'est peut-être que préciser que dans ce déroulement de journée qui s'enchaîne au travers de cet élan de collecteurs qui ont sillonné les différents espaces géoculturels de la France, je me sens aujourd'hui dans une position toute particulière puisque ce séminaire est dans le chez moi, chez nous. Donc évidemment, je ne suis pas tout à fait aussi neutre et aussi distante que j'ai pu l'être sur les autres journées. Josette a parlé de multicasquettes me concernant. Bon, je pense qu'on ne va pas passer beaucoup de temps en présentation puisque dans cette relation qui nous unit, nous nous connaissons tous déjà forcément assez bien. Néanmoins, j'ai envie de pointer un petit peu une petite casquette qui n'a pas été donnée mais qui a été la toute première, celle de l'étudiante de l'université de Poitiers qui était rattachée au séminaire, enfin non, au stage musique orale qui se déroulait tous les ans dans un partenariat Université de Tours, Université de Poitiers et l'UPCP Métive.
Stage qui a été un petit peu piège pour moi parce que suivi la première année comme tout étudiant dans un non-choix et que j'ai en fait suivi jusqu'au dernier ensuite, donc ça a duré une petite dizaine d'années. Ça s'est continué sur une maîtrise qui avait été une première approche de l'histoire de ce mouvement UPCP Métif qui m'a amené au-delà des stages bien évidemment à vous rencontrer aussi sur un plan individuel et qui a commencé à tisser ce lien qui nous unit et qui nous conduit aujourd'hui. Dans ce temps-là, un passage salarié FMDT qui, là encore, a resserré les liens, en particulier avec Janie, bien évidemment, puis salarié à l'UPCP Métif, pour aujourd'hui être en poste à l'Université de Poitiers, avec une chance, je crois pouvoir le dire quand même comme ça, outre le fait que je suis en poste chez nous, là encore, mais avec une déclinaison au niveau du profil de mon poste où j'ai été recrutée en ayant cette orientation de transmission autour de l'ethnomusicologie de la France. Nous sommes deux en France à avoir cette orientation dans nos profils de poste, Louis-Charles Dominique à Nice et moi à Poitiers. Donc bien évidemment, ça me permet d'orienter mon enseignement sur ce domaine qui nous réunit tous, et ça me permet de mettre en exemple dans mon enseignement vos voix en tant que collecteurs et vos travaux, c'est-à-dire ces documents que vous avez collectés et qui aujourd'hui étaient mes cours. De là, à la fois en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que chercheur, cette nécessité aussi pour pouvoir faire parler ces documents, de comprendre au mieux la démarche qui a été la vôtre, comment elle a été conduite et tout ce qui est en filigrane de ce son, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit sur la bande, mais qui néanmoins porte votre démarche, porte vos actions et oriente également le résultat qui reste, la trace qui reste sur la bande. Donc ce serait évidemment un non-sens de dissocier ce qui peut être fait en tant que démarche à la fois dans cet acte de transmission mais aussi de chercheur, de ne pas avoir ce lien très très fort avec vous qui avez porté tout cet élan-là. Que dire aussi, Université de Poitiers, et de par moi cette orientation, possibilité maintenant aussi de profiler des projets, espérer les faire aboutir, toujours en lien avec ce qui a pu se passer ici. Aujourd'hui, mise en place d'une plateforme numérique qui ne pourra pas ne pas croiser celle qui est au CERDO, avec une orientation rencontre des sources d'ici avec celle du Canada francophone et celle de Louisiane, puisque nous savons tous qu'il y a eu des mouvements d'hommes, donc des passages de tout ce patrimoine et envie de remettre un petit peu tout cela en cohérence, puisque pour comprendre là encore ce qu'étaient ces témoignages-là, ce qu'ils sont devenus ou ce que ces traces sont devenues dans la société actuelle, comprendre toutes ces déclinaisons, voir comment c'est porté par d'autres groupes, comment ça a changé différemment ailleurs, comment l'ailleurs nous donne des choses de chez nous aussi, me semble tout à fait intéressant. Donc aujourd'hui, l'université se lance aussi dans cette dynamique-là, ce qui est quand même, j'allais dire, pas banal. Donc il y a évidemment des choses sur lesquelles il peut être intéressant de rebondir. Une dernière touche à mes casquettes, mais ça je pense que vous la connaissez déjà tous, celle de Coirot, puisque je suis embarquée dans la valorisation depuis maintenant quand même un certain nombre d'années, même de décennies, embarquée dans la valorisation des travaux de Patrice Coirot, tout son fichier qui est à la BNF. Mais bon, Coirot, c'est d'autant plus parlant pour nous qu'au-delà de cette recherche qu'il a pu faire sur le domaine, il l'a faite d'ici. Donc quelque chose qui prend un sens pour nous encore bien plus probablement que d'autres. Avant peut-être de présenter les temps de parole que nous allons vous laisser,
Je vous propose peut-être de faire un très rapide tour de table où chacun puisse se présenter en 1-2 phrases. Je crois qu'il n'y a pas de secret pour qui que ce soit au niveau des visages, mais bon, néanmoins, ce sera peut-être quoique, j'espère que non quand même. Catherine. Et c'est possible. Pour elle, oui, ce sera utile, je pense. Oui, je... Christian. Alors moi, c'est Christiane Pinault. Je veux remercier les organisateurs de cette journée de m'y avoir invité et de m'avoir permis de me replonger dans mes souvenirs de collectrice retraitée. Ça suffit. On verra plus tard. Oui, bah oui. Donc Jeannie Rouget, voilà. Donc retraitée aussi. Enfin, c'est pas que du collectage. Mais né en 1950, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, bon, non, mais on aura l'occasion. 1950, date de naissance. Comment 1950, date de naissance. Voilà. C'est pas son adhésion au PCP. Non, c'est un clin d'œil. Ce sera pour plus tard. Christiane Emmanuel. Donc voilà, mais non, mais on va se développer tout à l'heure. On a un pacte de confidentialité. Donc. Non, voilà. Ceci, on ne peut pas tout dire alors. Maurice Paché, je suis retraité aussi, né en 1945. Bah oui, j'ai peut-être l'honneur d'être d'avoir été aux tout prémices des ancêtres du PCP, mais j'étais pas bien vieux, j'avais 12 ans. Par l'âge, mais peut-être pas. Par l'âge, non, mais par les prémices des ancêtres. J'avais 12 ans. Pierrot ? Ah ben oui. Pierre Morin, né en 1948, voilà. Le 24 juillet, précisément. Voilà. Non, ben, donc il y a là, il y a les toujours retraité, toujours en actif. Je pense que tous en actif. Hein, voilà. Je suis toujours aux gens de Cher, j'ai pas changé. Voilà, association. Oui, donc pour situer géographiquement peut-être. Oui, donc, oui. de Sèvres. Voilà. Et Vienne. Non, alors Vienne. au Ras, hein. Ah, au Ras. 2400 mètres à vol d'oiseau. Après la frontière. D'ailleurs, le Conseil général de la Vienne n'a toujours pas compris que Cher était dans la Vienne. Après, comme une subvention, mais ils n'ont pas compris au niveau de la publicité. Et ils annoncent, vous prenez les panneaux sur l'autoroute, vous ne voyez pas Cher. Hein. Bon, Pierrot, t'as dépassé tes 2 phrases. J'ai fini. C'est de votre faute. Michel Pénisson, donc je suis né en 1946 à Noirmoutier. Donc je viens de Vendée, donc la Grande Aquitaine, je viens en dehors de la Grande Aquitaine, mais historiquement c'était le Poitou. Le Poitou historique. Donc avec mon épouse préférée, Eva, j'ai eu 2 terrains d'enquête favoris, l'île de Noirmoutier bien sûr, mais également le Haut-Languedoc et la Lozère. Et nous n'avons pas travaillé seulement dans le domaine du collectage de chansons ou de danse. Voilà. Mais à Noirmoutier, on ne pouvait pas faire autre chose que rencontrer les chansons et les danses, et finalement c'est devenu une passion. Donc je suis retraité, prof d'histoire retraité, mais pas du tout en retraite du collectage. On m'aurait dit qu'au XXIe siècle, je serais toujours dans la collecte, et plus que jamais. Alors stop. Ginevra Pénisson, l'épouse de préférée, née en 1951 à Poitiers, non pardon, à Saintes, donc je me sens de l'Ouest, entre Garonne et Loire, ça me va très bien. J'ai fait mes études à Poitiers, j'ai eu comme professeur M. Beck et M. Boisgontier en philologie. Ça m'a beaucoup marqué, mais je vous en reparlerai, il y a encore autre chose. Et surtout, j'ai parlé tout le temps de l'UPCP, tout le temps, depuis mai 68 ou avant ou après. Et même avant, j'ai entendu parler de Michel Vallière et je voulais le rencontrer. Puis on est parti au Maroc, j'ai pas pu. Et j'ai bassiné Michel tout le temps en disant il faut les rencontrer, il faut les rencontrer. Et voilà, on a fini par les rencontrer. Mais oui, on est dans le sujet. Donc, Stéphanie Coulet, on a discuté les uns et les autres ensemble. Je suis salariée du PCP en charge du coordination du centre de la ressources du Cerveau. Je vous donne pas ma date de naissance.
Mais en tout cas, la chance. que j'atteins un certain âge de maturité, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça fait 18 ans que je suis à l'UPCP. Pierrot. Pierrot Chevrier, né en 1947. Ça change un peu. Bon, une petite anecdote, moi je suis flatté dans mon côté prophète, puisque au début des années 70, j'avais fait un dessin que j'ai perdu d'une équipe qui faisait de la recherche dans le coffre à bande de Michel Vallière, avec des pelleteuses et des caméras. Stop, tu diras ton anecdote après, Pierrot. Non, mais ça y est, là, ça y est. Ben oui. C'est prémonitoire. Viviane Pouruche. Alors, je dis ma date de naissance, tout le monde l'a dit. Moi, mon secret, 46. Par le biais de la danse, j'ai plongé dans ce mouvement, mais j'avais commencé avant, par le patronage laïque, ça en expliquera. Et puis, j'en suis pas sortie, j'y suis encore et je danse encore. Entre autres. Jean-Louis. Alors, moi, je suis né en 56, 1900. Moi j'ai passé, je ne sais plus combien de temps, mais près de 30 ans à l'UPCP Métive en tant que salarié. Je suis aujourd'hui archiviste, itinérant, avec un statut un peu plus précaire. Voilà. Donc, je développerai. Marguerite. Marguerite, née en 1931. Le 24 août exactement, le jour du massacre de la Saint-Barthélemy. Bon, pour vous situer ça, voilà. Moi, je suis entrée à l'UPCP lors de sa création, instit à Auger, voilà, secrétaire de l'UPCP à la suite de ma petite amie là-bas. Et puis voilà, bon, on verra après. Catherine. Moi, je suis née en 41, mais je raconterai ma vie dans le truc, parce que autrement c'est trop compliqué. Moi, je suis l'extérieur, je suis pas la... Je suis pas... Voilà, l'enraciné. Donc, ça m'a pas... Enfin, c'est ce qui m'a permis, peut-être, justement, de collecter dans des endroits assez divers et d'avoir une vision pas du tout écrasante, mais comparative à chaque fois. En rencontrant surtout les gens qui avaient collecté, tout ça sur des années, avec une pratique qui est assimilée à celle du mouvement folk. Et plein de points communs avec Marlène, notamment le Québec et Coiron. Oui, tout à fait. Et la chanson. Oui, forcément. Et l'amitié qui va par-dessus. Merci à tous. Donc, en ce qui concerne cet échange que nous allons avoir, pour des questions pratiques, de disponibilité plus ou moins grande des uns et des autres, nous allons dans un premier temps proposer la parole à toute cette table et puis en après-midi à l'autre table. Nous allons découper cette parole en deux temps. Dans un deuxième temps, on approchera plus l'objet en tant que tel, définition de cet objet, précision au niveau de sa nature, au niveau de sa méthode d'approche, mais dans un premier temps, donc dans cette première prise de parole, on va vous inviter à vous exprimer sur ce qui a été pour vous ce premier pas vers l'autre, cette entrée en collecte, donc plus des éléments biographiques qui vous concernent chacun, quand, où, quelles ont été les motivations qui ont jalonné ce premier pas, c'est-à-dire pourquoi êtes-vous allé vers l'autre, pourquoi êtes-vous allé à la rencontre de ces détenteurs de connaissances. Qu'allez-vous chercher dans cette démarche et aussi peut-être préciser si c'était une démarche qui était de l'ordre de l'individuel ou qui était organisée plus sur un plan collectif. Est-ce qu'il y a eu mouvance également dans cette démarche, c'est-à-dire que d'une démarche individuelle, elle a pu rencontrer d'autres élans similaires.
Est-ce que vous avez eu conscience en tant qu'individu de cet intérêt qui pouvait vous dépasser sur un plan individuel ou pas? Voilà, chacun sur une petite dizaine de minutes, on va essayer de laisser la parole à chacun pour qu'il puisse s'exprimer tranquillement sur cette question-là. En ce qui concerne un ordre de passage, si on peut le dire comme ça, c'est toujours assez inconfortable d'imposer un parcours et de trouver un moyen cohérent de le dessiner. J'avoue qu'ici j'ai l'impression quand même d'une perche qui m'est tendue au travers des noms. Nous savons tous en local le nom, il a déjà été question du nom de Michel Vallière, l'autre nom bien évidemment c'est André Pachet. Donc de par le Pachet présent parmi nous, j'avoue que j'ai envie de laisser la première parole à Maurice, si tu veux bien.